La collégiale Saint-Frambourg de Senlis, telle qu'elle se présente actuellement à nos yeux, résulte d'une réhabilitation complète qui date de la fin du XXe siècle. Historiquement, une chapelle était réputée avoir été fondée vers 993 à cet emplacement par Adélaïde d'Aquitaine, la femme d'Hugues Capet, en l'honneur de l'élection de son époux au trône de France à Senlis, pour abriter les reliques de Saint-Frambourg. Traditionnellement, lors de l'évangélisation de la Gaule, l'implantation des églises était choisie pour remplacer les temples destinés au culte païen et couper ainsi leur fréquentation. Nombre d'historiens, à la lumière de textes anciens, pensaient donc que la chapelle d'Adélaïde avait été précédée par un temple gallo-romain dédié à Minerve. Desservie initialement par 12 clercs, la chapelle dédicacée à Saint-Frambourg est une collégiale ou église royale indépendante de la hiérarchie ecclésiale. Elle n'a donc jamais été une église paroissiale. Or, au XIIe siècle, cette chapelle était tombée en décrépitude à un moment où l'art gothique prenait son essor dans un climat de mysticisme et de reconquête des lieux saints. À la demande des chanoines, vers 1177, Louis VII le Jeune autorise l'exposition des reliques de Saint-Frambourg dans le but de recueillir des dons et de construire un nouvel édifice de style gothique et de taille digne des rois de France. Les travaux débutèrent vers la fin du XIIe siècle, mais ils n'avancèrent que très lentement. La vie des chanoines s'était en effet relâchée, si bien que vers 1250, un envoyé du pape imposa à ceux-ci d'y résider au moins 6 mois par an. En 1257 et 1258, le pape Alexandre IV vendit des indulgences pour achever l'église. Ces travaux prirent fin au début du XIVe siècle. À l'exception de son clocher, la collégiale de Saint-Frambourg présentait alors une apparence très proche de celle observée de nos jours. Saint-Frambourg est connu sous divers vocables tels que Frambo, Frimbo et Frambaldus en latin. Il naquit à la fin du Ve siècle en Auvergne. Nous ne possédons pas de représentation du saint datant de l'époque. Son père, qui semble avoir été un grand seigneur sous Clovis, lui fit donner une très bonne éducation et l'envoya à Paris à la cour du roi Childebert Ier. Mais, désireux de quitter le monde, Saint-Frambourg se retira près d'Ivry-sur-Seine dans une grotte pour y méditer. Puis il vécut quelque temps en cénobite au monastère fondé par saint Mémin à Missy, près d'Orléans. Sa réputation de sainteté et le don d'opérer des miracles attirèrent rapidement de nombreuses personnes autour de lui. C'est alors qu'il décida de repartir vivre en solitaire dans le Maine. Quelques religieux se joignirent à lui. Il obtint de saint Innocent, évêque du Mans, la permission de construire un monastère dans la forêt de Javron. En retour, l'évêque lui demanda d'évangéliser le pays et d'élaborer une nouvelle règle de vie monastique destinée à rétablir la discipline dans toutes les communautés religieuses du diocèse. L'année de la mort de Saint-Frambourg n'est pas connue. Elle dut survenir dans le 3e quart du VIe siècle, le 15 août, comme l'indiquent 2 vies de Saint-Frambourg, sans préciser l'année, peut-être en 570. Ces reliques furent honorées pendant 3 siècles à Saint-Frambourg de Lacé, dans la Mayenne. Puis elles furent transportées à Senlis, à l'exception du chef qui resta à Lacé. En 1675, la paroisse d'Ivry-sur-Seine obtint de l'évêque de Senlis et des chanoines de la chapelle de Saint-Frambourg une partie des reliques du saint. À leur évolution, presque toutes les reliques vénérées dans les diverses églises de Senlis furent enterrées ensemble contre le mur du cimetière Saint-Rieul. Elles furent exhumées en 1854, placées dans une châsse et déposées dans la cathédrale de Senlis. Il peut paraître surprenant de trouver un saint, relativement peu connu, et ayant vécu en solitaire dans le Maine, patron d'une chapelle de Senlis. À partir du milieu du XVIIe siècle, 3 hypothèses principales ont été émises sur les raisons du transfert des reliques de Saint-Frambourg à Senlis. Première hypothèse. Les religieux de Saint-Frambourg de Lacé, qui les possédaient,
les aurait apportés à Senlis pour les soustraire au pillage des Normands. Mais pourquoi à Senlis précisément ? Peut-être parce que la ville, protégée par son enceinte, leur semblait un abri sûr. Seconde hypothèse. Certains historiens indiquent qu'un comte de Senlis, ayant combattu aux côtés d'un comte du Maine, aurait demandé en récompense le corps de saint Frambourg, celui de saint Beaumaire et un doigt de saint Julien, premier évêque du Mans. Troisième hypothèse. Cette hypothèse attribue à Adélaïde d'Aquitaine, femme d'Hugues Capet, le mérite d'avoir envoyé chercher dans le Maine le corps du saint et les ornements dont il se servait. Il est alors permis de se demander pourquoi Adélaïde vénérait ce saint. Peut-être tout simplement à cause de ses origines, puisqu'elle était la fille de Guillaume Tête d'Étoupe, comte duc d'Aquitaine. Si l'on admet les deux premières hypothèses, il faut situer le transfert des reliques à la fin du IXe siècle, les Normands ayant envahi le Maine à plusieurs reprises de 866 environ à 873. Selon la troisième version, la translation aurait eu lieu un siècle plus tard, c'est-à-dire à la fin du Xe siècle. 4 siècles après sa construction, le destin de la collégiale Saint-Frambourg s'assombrit brusquement. À la Révolution, en effet, l'édifice est transformé en temple de la raison, puis il est vendu comme bien national. Le bâtiment se dégrade alors rapidement. Le clocher est effondré et le toit est en grande partie démantelé. Ensuite, l'église devient successivement un manège, un casernement pour les Prussiens en 1870-1871, une menuiserie au début du XXe siècle, un garage de mécanique automobile jusqu'en 1973. En 1973, sous l'impulsion du ministre de la Culture André Malraux, le pianiste virtuose hongrois Georges Xifra rachète l'édifice pour le restaurer et le transformer en auditorium dédié au piano. La salle est appelée l'Auditorium Franz Liszt en hommage au compositeur virtuose hongrois. Une fondation Xifra est créée à cette occasion dans le but de gérer les manifestations et d'organiser des concours. Cette fondation dispose du bâtiment de la collégiale à titre gratuit. Dès la reprise en main de Saint-Frambourg par Georges Xifra en 1973, il était évident qu'il fallait rénover le bâtiment de fond en comble. Or, à cette époque, les historiens n'avaient aucune certitude sur la position et l'étendue du ou des édifices qui avaient précédé le bâtiment alors visible. Il fut donc décidé d'entreprendre une fouille préventive avant les travaux. Celle-ci fut exécutée relativement rapidement, début 1974, sous la direction de Jean-Michel Desbordes. Elle permit de confirmer, au niveau de l'ensemble chœur-abside de la collégiale, l'existence et la localisation précise d'une tour gallo-romaine arasée lors de sa construction. Cette fouille permit surtout de retrouver des vestiges de la chapelle dédiée à saint Frambourg en 997 par Adélaïde, la femme d'Hugues Capet. Ces vestiges comportaient en particulier 2 colonnades et un chevet plat. Entre le sol en béton de la collégiale réhabilitée en 1974 et le niveau de circulation du XIe siècle de la chapelle d'Adélaïde, un espace d'environ 3 mètres de haut prit l'allure d'une pseudo-crypte. 20 ans après la découverte de la chapelle d'Adélaïde, le ou les bâtiments ayant précédé cette chapelle restaient mystérieux. En 1995, EDF Mécénat, sollicité par Madame Xifra, procède au niveau du sol de la chapelle à des mesures physiques destinées à déterminer les variations de densité qui auraient pour origine les vestiges encore enfouis de ces éventuelles constructions. Les résultats de cette recherche montrèrent l'existence très probable d'une structure enfouie axialement, dirigée d'est en ouest, et un certain nombre d'autres anomalies dans le sous-sol. Une série de sondages fut donc entreprise en 1996 par Marc Durand pour vérifier et interpréter les anomalies révélées par les mesures géophysiques.
Ces sondages ont permis de confirmer l'existence, à proximité du sol de la chapelle, d'un massif axial d'époque carolingienne qui reposait lui-même sur une structure d'origine gallo-romaine. À 4,50 m sous le niveau de la chapelle d'Adélaïde, un massif d'une fondation antique fut également découvert. Des monnaies gallo-romaines, des ossements d'animaux et des céramiques découverts à cette occasion vinrent consolider les datations des différentes structures. Au début du XXIe siècle, les archéologues et historiens français n'avaient pas apporté une explication satisfaisante à la séquence des bâtiments ayant précédé la collégiale de Saint-Frambourg. Les vestiges découverts à l'occasion des mesures physiques et des sondages de 1995 ne concordaient pas avec leurs suppositions. À cette époque, Madame Gzifra fit appel à une équipe réputée d'archéologues hongrois. Sous la direction de József Lászlówski, des étudiants hongrois entreprirent une fouille pour tenter de compléter les informations déjà obtenues. Cette fouille aboutit à la découverte d'un four gallo-romain à environ 4 mètres au-dessous du sol de la chapelle d'Adélaïde. Cette découverte était peu compatible avec la présence d'un temple gallo-romain près de cet emplacement, ce qui invalide les suppositions traditionnelles des auteurs anciens. En revanche, il ne fait pas de doute qu'un ensemble complexe de bâtiments gallo-romains a existé à cet endroit. Vers 2003, en partant de l'ensemble des vestiges, József Lászlówski, secondé par Gergely Buzás et conseillé par Monsieur et Madame Vajda, un couple d'architectes hongrois réputés, a proposé une localisation, un dimensionnement et une élévation cohérente des bâtiments ayant précédé la collégiale. En premier, il y a lieu de prendre en compte un bâtiment situé plus au nord que la collégiale actuelle. Cet édifice a été construit au Moyen Âge à l'époque carolingienne. Son sol était situé légèrement en dessous de celui de la chapelle d'Adélaïde. Son mur goutreau sud correspond au mur axial découvert en 1996 et il se termine contre le rempart gallo-romain. À l'ouest, les autres murs et les entrées forment, avec les vestiges des murs encore existants, 3 caissons, dont 2 seraient encadrés de tourelles. L'élévation, à propos de laquelle il ne faut pas s'attacher aux détails, montre l'agencement global de cet édifice premier, dont on ne connaît ni la titulature ni l'existence par les livres. Cet ensemble a pu jouer le rôle que les auteurs anciens avaient attribué à un temple gallo-romain. Au cours du temps, cette église s'est probablement dégradée, au point que la reine Adélaïde l'aurait faite raser et remplacée par une chapelle dédiée à Saint-Frambourg à la fin du Xe siècle. En second, il y a lieu de prendre en compte la chapelle d'Adélaïde, de dimension plus modeste que l'église précédente. Cet édifice est aligné axialement avec ce qui deviendra la collégiale. Il ne possède pas d'entrée côté ouest. Les murs vestiges des caissons ouest sont communs avec ceux de l'église précédente. Comme pour la première église, il ne faut pas s'attacher aux détails de l'élévation proposée, mais au volume global de l'ensemble. Un contrefort, marqué en rouge, a servi de renfort au chevet à fond plat. Les bâtiments ayant précédé la collégiale des XIIe-XIIIe siècles sont donc connus dans leur globalité depuis le début du XXIe siècle. Vers la fin du XIIe siècle, la chapelle royale d'Adélaïde, par son état physique et ses dimensions modestes, ne correspondait plus au rang des rois de France, les Capétiens. Un projet ambitieux de remplacement de cette chapelle vit le jour sous l'impulsion des 12 clercs de la chapelle et de Louis VII. Ce projet consistait en effet à construire un édifice de style gothique ayant pour dimension 50 mètres de long et 13,50 m de large, qui empiéterait sur le rempart gallo-romain, jugé déjà défensivement obsolète par Louis VI le Gros. La chronologie du projet peut se décomposer en 2 campagnes de construction distinctes. De 1170 à 1195 pour la première, une interruption sur une dizaine d'années, et la deuxième campagne de 1205 à 1230. La première campagne de construction se subdivise en 3 phases.
La première phase dura de 1170 à 1177 environ. Elle consista d'abord à déraser le rempart gallo-romain sur une hauteur de 6 mètres et sur une longueur de 120 mètres, comme l'indique la partie en jaune sur le dessin de l'ensemble de la muraille de Senlis, puis à entreprendre la construction de la collégiale, traditionnellement de l'est vers l'ouest. Une tour gallo-romaine, englobée par le nouveau chœur, fut également dérasée. Sur les 12 mètres de haut initiaux du rempart à cet endroit, il n'en resta donc que 6 mètres. Les déblais considérables associés à ces travaux n'étant pas à l'époque évacués, ils constituaient un sol trop meuble pour supporter un édifice tel qu'envisagé. Il en résulta la construction d'un chœur semi-circulaire outrepassé qui, d'une part, s'appuya sur le rempart gallo-romain dérasé et d'autre part fut pourvu de contreforts impressionnants allant chercher le sol stable. Ces contreforts avaient pour dimension 1,65 m de large pour 2 mètres en profondeur. 2 portes latérales d'accès au chœur à partir du rempart furent percées. Pendant cette première phase, la chapelle d'Adélaïde, qui n'était pas directement impliquée par les travaux, resta en l'état et les offices y furent célébrés. La seconde phase s'étendit de 1177 à 1185 environ. C'est alors que les chanoines exposèrent les reliques de saint Frambourg et reçurent suffisamment d'argent pour continuer les travaux pratiquement sans interruption. Mais à ce stade, la chapelle d'Adélaïde devait être démolie. Elle le fut, travée par travée, d'est en ouest. Beaucoup de matériaux furent récupérés et intégrés à la nouvelle construction. Il resta cependant quelques pans de murs et les colonnades que nous avons découverts comme vestiges de la chapelle d'Adélaïde à environ 3 mètres au-dessous du sol de la collégiale. Des murs de renfort furent construits dans les fondations pour soutenir les murs gouttereaux pendant la dizaine d'années d'interruption avant le début de la phase suivante. La troisième phase eut lieu de 1185 à 1195. Dans cette phase, l'examen de certains détails de construction et d'architecture montre une légère dégradation de la qualité du bâti et des décors, résultant probablement de la diminution des crédits. Le voûtement du chœur et des 2 premières travées a commencé à cette époque. À la fin de celle-ci, les 3/4 de la collégiale étaient construits. La seconde campagne de construction débute vers 1205, soit une dizaine d'années après la fin de la première campagne. L'examen architectural montre qu'à cette période, les crédits sont encore plus faibles que précédemment, ce qui se traduit par une moindre richesse et un moindre soin apporté à ces travaux. Toutefois, le plan et l'esprit d'ensemble sont globalement respectés. Cette fois, les travaux se déroulent de l'ouest vers l'est. Le portail est érigé en premier, alors qu'en parallèle, la construction du clocher débute. Sur la façade occidentale, une rosace de 9 mètres de diamètre est implantée. On ne sait pas exactement à quel moment et pour quelle raison cette rosace à 3 baies a été murée. Peut-être pour remplacer un remplage précédent détruit ou simplement pour des raisons économiques. Dès l'achèvement de la deuxième travée, le voûtement de la nef est débuté vers 1220. Cette campagne de travaux se termine vers 1230. À cet instant, le clocher n'est pas terminé. Il faudra attendre l'argent récolté par les indulgences du pape Alexandre IV en 1257 pour redémarrer les travaux et les terminer vers la fin du XIIIe siècle. Ce clocher terminé sera détruit après la Révolution. La chapelle de Bellefontaine, près de Senlis, bâtie vers 1820, montre encore les parties hautes de ce clocher. Du fait des vicissitudes subies au cours du temps par la collégiale Saint-Frambourg, il n'existe pas de mobilier particulier attaché à l'édifice. En revanche, l'architecture du bâti place Saint-Frambourg comme un véritable chef-d'œuvre de l'art gothique primitif. À l'intérieur, sa conception témoigne d'une volonté d'unicité et de clarté désirée par l'architecte initial.
La nef et le chœur forment un volume unique où le transept est absent. Cette disposition architecturale, sans transept, avait déjà été utilisée lors de la conception de la cathédrale de Sens et surtout celle de la cathédrale de Senlis toute proche. Mais là s'arrête cette comparaison. En effet, si Notre-Dame de Senlis utilise le voûtement sexpartite associé à une alternance entre temps fort et temps faible dans l'agencement architectural, la collégiale utilise systématiquement des voûtes sexpartites sans marquer de temps fort ou faible, ce qui souligne l'unicité recherchée pour le volume ainsi que la simplicité du plan de l'élévation des murs. D'autre part, Notre-Dame de Senlis est équipée de bas-côtés dès le départ, alors que la collégiale Saint-Frambourg n'en est pas équipée, contribuant ainsi à accroître la pénétration de la lumière dans l'édifice. Il n'y a donc pas dans la collégiale véritablement de dispositif destiné au contrebutement. Celui-ci est entièrement reporté directement sur les contreforts externes. Ainsi, la collégiale est construite en utilisant une technique dite de la paroi mince qui permet de limiter l'espace intérieur par des parois plates et unies. Saint-Frambourg s'inscrit donc dans un courant architectural dit parisien dont les modèles sont Notre-Dame de Paris et le chœur de Saint-Germain-des-Prés. Le côté occidental de la collégiale, conçu par un second architecte, s'inscrit dans le même esprit que celui qui a présidé à la partie orientale. Néanmoins, la façade occidentale, avec un portail étriqué et une rosace surdimensionnée, s'oppose par sa lourdeur à l'harmonie verticale et l'élégance du reste de la collégiale. Enfin, il serait injuste de ne pas signaler la qualité impeccable de la restauration de la collégiale Saint-Frambourg, qui a eu lieu au XXe et XXIe siècle, avec en particulier les vitraux magnifiques réalisés selon les plans de Juan Miró.